qui était le pionnier de l'informatique moderne, s'était suicidé en croquant une pomme trempée dans du cyanure. Jobs m'a rétorqué qu'il aurait bien aimé avoir eu cette idée, mais que ce n'était pas là l'origine du logo. Ce fut alors le point de départ d'une discussion sur les débuts d'Apple. Et malgré moi, j'ai commencé à me documenter sur le sujet, au cas où, un jour, je déciderais d'écrire cette biographie. Quand mon travail sur Einstein est sorti, Jobs est venu me trouver à une séance de dédicace que je donnais à Palo Alto et m'a entraîné à l'écart pour me convaincre encore une fois d'écrire ce livre. Son insistance me surprenait. Il protégeait d'ordinaire farouchement sa vie privée et n'avait sans doute jamais lu l'un de mes ouvrages. Un jour peut-être, ai-je répondu. Mais en 2009, sa femme, Lorraine, m'a appelé. Si vous voulez faire ce livre, c'est maintenant. Jobs venait à nouveau de s'absenter d'Apple pour raisons médicales. Lorsqu'il m'avait proposé pour la première fois de faire sa biographie, j'ignorais qu'il était malade. Quasiment personne ne le savait. Son mari m'avait appelé juste avant de se faire opérer d'un cancer, m'a-t-elle expliqué, et cela demeurait aujourd'hui encore un secret. J'ai décidé alors d'écrire cet ouvrage. À ma grande surprise, Steve Jobs était d'accord pour n'exercer aucun contrôle sur le texte. Il n'exigea même pas d'avoir les épreuves avant sa sortie. C'est votre livre, je ne le lirai pas. Mais plus tard, à l'automne, n'ayant plus aucune nouvelle de lui, j'ai cru qu'il avait abandonné ce projet. J'ignorais alors qu'il avait fait une rechute. Voyant qu'il ne répondait plus à mes appels, j'avais mis le livre de côté. Puis, il m'a téléphoné en fin d'après-midi le 31 décembre 2009. Il était chez lui, à Palo Alto, avec sa sœur, l'écrivaine Mona Simpson. Sa femme et ses 3 enfants étaient partis en vacances à la montagne, mais Jobs était trop faible pour les rejoindre. Il était d'humeur nostalgique et m'a parlé pendant 1 heure. Il m'a raconté comment, à l'âge de 12 ans, il avait construit un fréquence-mètre et comment, tout jeune, il avait trouvé Bill Hewlett dans l'annuaire et l'avait appelé pour le convaincre de lui donner des composants électroniques. Cette dernière décennie, après son retour chez Apple, avait été la période la plus créative de sa vie en termes de nouveaux produits. Mais le plus important, insistait-il, c'était d'avoir suivi l'exemple de Bill Hewlett et de son ami David Packard. Créer une société si innovante, si dynamique, qu'elle survivrait à ses créateurs. J'ai toujours cru que je ferais des études dans les sciences humaines, mais j'étais vraiment fan d'électronique. Puis j'ai lu ce que disait Edwin Land de Polaroid, l'un de mes héros, à propos du carrefour entre l'homme et la technologie, et j'ai compris que c'était précisément à cette conjonction que je voulais travailler. Soudain, Steve Jobs me soufflait le thème de sa biographie. Mes livres sur Franklin et Einstein exploraient cette même voie. Comment la convergence de l'humain et de la science pouvait être source de créativité, du moins pour les hommes d'exception. Cette synergie serait également la clé de voûte de la nouvelle économie du XXIe siècle. Mais pourquoi Jobs m'avait-il choisi pour écrire sa biographie? Je crois que vous savez faire parler les gens. C'était une réponse inattendue. J'allais devoir interviewer nombre de personnes qu'il avait mises à la porte, trompées ou abandonnées, et cela risquait de lui déplaire. Au début, cela a été le cas. Mais 2 mois après, il a encouragé tout le monde à se confier, des ennemis jurés aux anciennes compagnes. Il n'a mis son veto sur aucun sujet. J'ai fait des choses dans ma vie dont je ne suis pas fier, comme d'avoir mis enceinte ma petite amie à 23 ans, et la façon lamentable dont j'ai géré tout ça. Mais je n'ai pas de cadavre caché dans mes placards. J'ai effectué une 40aine d'entretiens avec lui, certains en bonne et due forme dans son salon de Palo Alto, d'autres moins conventionnels durant de longues promenades, d'autres encore au téléphone. Au fil de mes visites, qui se sont étalées sur 1 an et demi, le patron d'Apple s'est confié de plus en plus, même s'il a usé de ce que ses anciens collègues appelaient son champ de distorsion de la réalité. Parfois, c'était simplement sa mémoire qui lui jouait des tours. Parfois, il déformait volontairement la réalité, mentant à moi comme à lui-même. Pour rétablir les faits, j'ai recoupé ses dires avec plus de 100 personnes, amis, familles, concurrents, adversaires et collègues. Sa femme, Lorraine, qui m'a été d'un grand soutien dans cette entreprise,
n'a posé aucune... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.